bonsoir à tous, bonne année, Pachi Salut, comme on dit chez moi. Merci beaucoup d'être venus en présentiel ou en ligne. On est ravis de vous accueillir donc, pour cette première conférence de début d'année 2022, où on a le plaisir de recevoir Arthur, qui vous décrira peut-être brièvement son parcours, qui a un très beau parcours d'ailleurs, et une belle expertise sur le sujet. Et comme vous l'avez vu, alors c'est très sympa, la Tour Eiffel a changé de couleur depuis quelques jours. C'est pas pour faire joli, et c'est parce qu'il y a une vraie signification et de vrais enjeux derrière. Et donc, sans spoiler le sujet, donc c'est le thème de notre conférence de ce soir, donc sur la présidence française à l'UE, donc qui dure sur cette période de quelques mois. Et merci beaucoup. Comme d'habitude, on fera donc le format de la conférence classique, environ 45 minutes, et à l'issue, donc on prendra les questions qu'il y a dans la salle et à distance. Pour ceux qui sont à distance, vous pouvez les poser dans le chat et elles seront donc transmises à Arthur qui répondra à la fin. Je lui poserai directement. Merci beaucoup et je te laisse la scène. Tu as la petite zappette si tu veux. Super. Et merci beaucoup. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci Jérôme. Je vais me présenter effectivement un peu en quelques mots. Donc Arthur Liekerk, j'ai commencé ma carrière au Parlement européen, puis j'ai été à la Commission européenne, au CERTUE, qui est une entité opérationnelle sur les sujets de cybersécurité, avant de rejoindre l'état-major du commandement de la cyberdéfense à Paris sur les sujets de stratégie cyber. Et donc j'ai eu la chance de faire deux côtés de la médaille des questions cyber traitées à la fois sur le plan national et à l'échelon européen. Et donc, je viens effectivement vous parler aujourd'hui de la place du cyber dans cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Je vais m'attarder, on va découvrir rapidement ensemble la structure de la présentation. Je vais d'abord vous faire un mot sur les présidences du Conseil de l'Union européenne, rappeler un peu ce qu'elles sont, le rôle qu'elles peuvent jouer. L'émergence ensuite de l'Union européenne dans le cyberespace, cette construction, en rappelant à la fois les jalons politiques, symboliques, législatifs, les acteurs clés, les enjeux et défis de cet écosystème, les dynamiques qui l'animent, et enfin les perspectives pour cette présidence de l'Union européenne, les ambitions qui ont été fixées par le programme et les facteurs qui peuvent éventuellement limiter la réalisation de ces objectifs. Donc les présidences de l'Union européenne, Conseil de l'Union européenne, souvent raccourci ou en tout cas par abus de langage, on parle de présidence de l'UE. C'est un événement rare. La dernière fois qu'elle a eu lieu, la France a pris la tête de cette présidence, elle est en 2008, sous Nicolas Sarkozy. Événement rare qui donc ne fait que renforcer le caractère marquant, unique de cette occasion. Et c'est pour ça qu'il y a réellement des attentes au niveau de la France, à l'international, sur le programme que peut proposer la France au niveau du Conseil de l'Union européenne. Pour rappel, parce que bon nombre d'entre nous, à mon avis, ne se souviennent pas forcément de 2008, du contexte international qu'il y avait à l'époque. Donc, quand Nicolas Sarkozy prend la tête de cette présidence, c'est à la fois le non irlandais au référendum de Lisbonne qui avait vocation à réformer l'architecture institutionnelle de l'Union européenne. C'est très peu de temps après l'invasion de la Géorgie par la Russie. Et c'est aussi la crise financière qui frappe le monde de plein fouet, et donc le président Sarkozy qui jugule ces crises en plus de cette présidence du Conseil de l'Union européenne. Présidence, programme, préparation, mobilisation de l'ensemble des services de l'État. Ça fait plus de 2 ans que cette présidence française du Conseil de l'Union européenne est préparée, qu'en interministériel, il y a sur le plan politique, administratif, diplomatique, coordination entre les services, entre les administrations, entre les ministres. Et bien évidemment, comme je le disais, des attentes à l'issue, puisqu'il y a un programme de plus de 75 pages qui détaille les ambitions de la France en la matière. Et nos partenaires européens, de par l'histoire de la France, son rôle de pays fondateur, son statut de pays membre de la zone euro, eh bien, suscite évidemment des attentes bien particulières, davantage parfois que d'autres plus petits États. Enfin, c'est un travail collectif sur le plan national, je le disais à l'instant, collectif sur le plan international également. Chaque présidence se déroule sur une échelle de 6 mois, mais afin de permettre d'inscrire des objectifs dans le temps long, d'assurer de la cohérence et de la continuité entre les présidences, elles sont regroupées au sein de ce qu'on appelle un trio, 3 présidences. Et nous, notre trio, c'est les Tchèques et les Suédois. Donc, bien évidemment, du travail collectif au plan international aussi, puisqu'il faut de la coordination avec nos partenaires. Voilà,
après cette petite mise en contexte, on va maintenant rentrer dans le vif du sujet, le cyber plus précisément. L'Union européenne, d'abord, aborde le cyberespace en tournant les années 90, essentiellement sous un prisme, sous un angle économique, ayant pour objectif de sécuriser les échanges qui commencent à émerger dans le marché intérieur, notamment cette dimension numérique. Donc, dès le tournant des années 90, début 2000, l'Union européenne prend des mesures pour sécuriser ces échanges, avec notamment une directive en 1999 sur la sécurité des signatures électroniques. C'est réellement en 2007, même si avant ça, il y a une prise de conscience progressive de l'aspect sécuritaire du cyberespace, c'est réellement en 2007, avec les attaques par des services qui vont frapper le pays pendant 3 jours, qu'il va y avoir un électrochoc au niveau européen et vraiment la volonté de faire davantage ensemble dans ce domaine. L'invasion de la Géorgie, comme je vous le disais sur le slide précédent, quelques mois plus tard, vient confirmer la nécessité de s'organiser au niveau européen. En parallèle de cette volonté de s'organiser au niveau européen, les États membres eux-mêmes, sur le plan national, prennent des dispositions. La France, en 2011, adopte sa première stratégie de cybersécurité. Et puis en 2013, le livre blanc vient confirmer l'irruption de ce champ dans le domaine de la sécurité nationale. Enfin, et ça c'est plutôt sur la première moitié des années 2010, il y a ce sentiment qui s'installe d'une dépendance, d'une dépendance accrue de l'Union européenne vis-à-vis de puissances étrangères. Alors, les révélations d'Edward Snowden sur des activités de nos alliés américains, bien évidemment le rapport de 2013 de Morin-Desailly qui parle de l'Europe colonie du monde numérique, les attaques, les actes malveillants dans le cyberespace, tout ça participe en fait d'une dynamique où réellement l'UE se dit qu'il faut les temps de construire et d'accélérer dans cette dimension. Alors, le slide prochain est à dessin illisible et peu clair, c'est juste pour vous illustrer, c'est un document, un visuel qui est issu de la Cour des comptes européenne. C'est plutôt que de parcourir en détail chacun de ces jalons, c'est plutôt pour illustrer mon propos qui était de dire que réellement, c'est à partir des années 2010 et par la suite qu'il y a une accélération, un foisonnement des initiatives au niveau européen, législatives, politiques, symboliques, pour permettre l'émergence, la construction de l'Union européenne dans le cyberespace. Ça s'arrête en 2018, puisque le rapport date de 2019. Il y en a évidemment plein, on en parlera plein depuis, on en parlera de certaines. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ces jalons, ça serait trop rébarbatif, mais on va quand même en parler de quelques-uns qui sont particulièrement structurants. En 2016, il y a la directive NIS, dont certains d'entre vous ont peut-être déjà parlé, ou SRI en français, donc en anglais Network and Information Security, en français Sécurité des réseaux d'information, qui est le premier acte législatif européen, pris pour l'ensemble des États membres, et qui vise à harmoniser à un niveau minimum les capacités cyber des pays de l'Union européenne. Et ce faisant, sur 4 axes, d'abord en incitant les États membres, et c'est plus qu'inciter, en demandant aux États membres d'adopter des stratégies nationales en matière de cybersécurité, de renforcer les pratiques, les protections autour des opérateurs de services essentiels, c'est plus ou moins la même chose que nos OIV, en demandant aux États membres de mettre sur pied des équipes de réponse aux incidents de sécurité informatique, donc les CSERT, Computer Security Emergency Response Teams, et en mettant en place une autorité nationale, un point de contact unique, afin de faciliter la coordination entre les 28 pays de l'Union européenne, 28 à l'époque. Donc ça, c'est la directive Nice, c'est vraiment l'acte le plus symbolique, législatif le plus symbolique sur ces sujets au niveau de l'Union européenne. Il y a ce qu'on appelle le paquet cyber de 2017, qui est présenté par l'ancien président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui est un ensemble de mesures pour toujours avancer dans cette construction de l'Union européenne dans le cyberespace. Ce paquet cyber, il comprend un acte législatif de cybersécurité, en anglais Cyber Security Act, qui est adopté en 2019 et qui renforce le mandat, les ressources, le périmètre de l'ENISA, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est l'Agence de cybersécurité de l'Union européenne. Un règlement qui vise à faire émerger les centres de compétences entre les États membres et les mettre en réseau pour favoriser le recherche et développement, la formation, l'entraînement entre les pays membres. Une communication, c'est en gros un document non contraignant qui est issu de l'Union européenne, qui détaille la gestion de crise
entre l'échelon européen et les échelons nationaux, qui s'appelle la blueprint. Et j'en oublie un. Tant pis, ça m'en regarde. Voilà. La boîte à outils cyberdiplomatique, comme son nom l'indique, c'est au cœur des efforts diplomatiques de l'Union européenne. Adoptée en 2017, elle permet aux États membres, collectivement, au niveau de l'Union européenne, sur un volet préventif, ouvrir des dialogues avec des partenaires étrangers, financer des États tiers qui souhaitent monter en compétences sur le sujet cyber. Mais il y a également un volet coercitif qui est adopté en 2019 et qui lui permet d'adopter des mesures restrictives, en fait des sanctions à l'encontre d'États, pardon, pas d'États, d'entités, personnes ou groupes soupçonnés d'avoir mené des attaques contre une institution ou un pays membre de l'Union européenne. Coopération structurée permanente, autre disposition présente dans le traité dès 2009, le traité de Lisbonne, activée seulement en 2017. Je ne veux pas faire de mauvais esprit, mais c'est une coopération qui permet d'aller plus loin sur les sujets de défense et elle est, comme par hasard, activée, ou en tout cas les États membres l'invoquent au lendemain du vote sur le Brexit. Effectivement, un lien avec le départ des Anglais. Cette coopération structurée permanente, pour les États membres qui souscrivent, c'est à la fois une série d'engagements sur le niveau de dépenses à effectuer sur les sujets de défense, sur le souci d'interopérabilité entre les États membres, sur une volonté de renforcer la base industrielle et technologique de défense de l'Union européenne, mais c'est surtout la possibilité pour les États membres de s'associer en petits groupes pour mener des projets en coopération sur du capacitaire, sur des équipements à vocation opérationnelle. Aujourd'hui, en 2022, on est à plus de 50 projets, dont 8 sont liés au cyber. La France fait partie de certains d'entre eux. Et ça va de projets sur les chars à effectivement des projets de Cyber Range, par exemple, qui est un projet piloté par l'Estonie. Dernier jalon législatif politique, la stratégie de cybersécurité qui a été publiée en 2020, qui, elle, annonce toute une série de chantiers que l'Union européenne va mener à l'horizon de 2030 et qui vient actualiser tout un nombre de documents dont je n'ai pas parlé parce qu'on ne va pas tous les faire, mais elle lance notamment des chantiers, notamment l'unité cyberconjointe, la Joint Cyber Unit, qui est un projet sur lequel je reviendrai. Elle lance un projet sur le bouclier cyber, on reviendra peut-être dessus après. Elle lance un projet sur la révision de cette directive NIS dont je vous parlais, qui, comme elle a été mise en œuvre en 2016, 6 ans plus tard, maintenant commence à être un peu, je veux dire, mais plus suffisamment à jour avec l'état de la menace à laquelle on est confronté. Acteur clé. Alors là, je vais aller plus vite que prévu parce que sinon, on n'aura pas le temps pour un débat ou un dialogue. Donc, l'Agence de l'Union européenne pour la cybersécurité, je vous en parlais, elle est basée traditionnellement en Grèce. Elle a ouvert des bureaux à Bruxelles depuis peu pour renforcer ses attaches, ses adhérences avec la plaque bruxelloise où se prennent l'essentiel des décisions sur le plan stratégique et politique. Elle est là dans un rôle semblable, mais pas identique à l'ANSSI dans sa mission de sensibilisation, de centre d'expertise sur la 5G, sur le cloud, sur l'IoT, de soutien à la coopération opérationnelle entre les États membres, en essayant d'instaurer un climat de confiance entre les différentes capitales, en animant un certain nombre de réseaux de coopération. Alors, il y a le réseau des CICERT, donc ces fameuses équipes de réponse à incidents, qui a été établi par la directive NIS. Un autre réseau qui a été poussé notamment par la France, qui est le réseau Cyclone, qui vise à fournir une courroie de transmission entre les équipes techniques au niveau européen, le niveau politique, qui est lui-même bien structuré en matière de gestion de crise. Le réseau Cyclone, c'est la courroie de transmission entre les deux. Et l'ENISA, qui donc organise également des exercices cyber à l'échelle européenne. Cyber Europe, c'est le plus emblématique. Il a lieu tous les 2 ans. Il mobilise et les États membres, et les institutions européennes, le secteur privé, les industriels, certains pays partenaires. Alors, il devait avoir lieu en 2018. Le thème choisi, c'est des exercices il y a un thème sectoriel qui est retenu sur lequel les équipes s'entraînent. C'était le thème de la santé, le secteur de la santé. Donc, ils avaient été plutôt devant en la matière et ça a été repoussé à 2022 à cause du Covid. Le CERT-UE, qui est du coup le bras opérationnel technique en matière de réponse à incidents des institutions, organes et entités ou agences de l'Union européenne. Il vient donc en appui
des équipes de cybersécurité locales, c'est-à-dire que le Parlement européen a une équipe de sécurité, la Commission européenne a une équipe de sécurité interne, le Conseil, la Banque centrale, etc. Le CERTUE vient en appui, les aider en cas d'incident grave. Il est là pour traiter et réagir à ces attaques. Il est là pour aussi diffuser de l'information entre ces entités, que ce soit du CTI, des marqueurs, pour sensibiliser avec différents guides de bonnes pratiques, et j'en passe. Et il est le point d'entrée pour la coopération opérationnelle entre ces États membres et les institutions de l'Union européenne. C'est-à-dire que lui aussi, le CERTUE siège à part entière au sein de ce réseau des 6 CERT, où sont représentés les 27 États membres. Et c'est le point d'entrée pour la coopération avec l'OTAN. Il y a un arrangement technique depuis 2016 qui permet à la capacité, le NATO Cyber Security Center, anciennement appelé NSERC, et le CERTUE, de s'échanger des marqueurs, des informations non classifiées sur la menace. Et c'est un élément très tangible de la coopération UE-OTAN sur le plan cyber. Le service européen d'action extérieure, schématiquement, ça serait notre ministère des Affaires étrangères. Il est compétent, ou il prend le lead, si vous me passez l'expression, sur tout ce qui a trait à la diplomatie. C'est notamment lui qui pilote un peu cette boîte à outils cyberdiplomatique dont je vous parlais. Il a le lead sur les sujets de renseignement. C'est notamment ces deux centres que j'ai mis en évidence ici. D'une part, à gauche, la division renseignement de l'état-major de l'Union européenne. À droite, le centre d'analyse du renseignement de l'Union européenne, le EU Intelligence Center. Ces deux entités collaborent, l'une sur le versant militaire, l'autre sur le versant civil, mais elles collaborent entre elles dans une structure de coordination qui s'appelle le Single Intelligence Analysis Cell. Et elles permettent de fournir à l'Union européenne une appréciation de la situation, de la menace, qui est bien évidemment limitée, parce que l'Union européenne n'a pas de capteur en propre. Elle dépend donc des contributions volontaires des États membres. Ça fait donc une information qui est souvent partielle. Je vous disais aussi, elle a le lead, le service européen d'action extérieure a le lead sur les sujets de désinformation. Il héberge 3 task forces, Task Force East, Task Force South, Task Force des Balkans, qui sont des équipes qui sont concentrées, dédiées à la lutte contre la désinformation provenant de ces 3 régions géographiques. Je passe rapidement sur... Voilà. Donc ça, c'est Europol et son centre de lutte contre la cybercriminalité qui a compétence, comme son nom l'indique, sur les sujets de lutte contre la cybercriminalité, qui est en appui des États membres, encore une fois, qui soutient avec des capacités techniques, avec une expertise particulière, des ressources, et qui a un rôle tout à fait apprécié des États membres, puisque, par exemple, dans le cadre du démantèlement d'EncroChat en 2020, le EC3 a joué un rôle de coordination qui a été souligné à plusieurs reprises par différents services de police. L'Agence de défense européenne, elle, qui joue un rôle sur le versant militaire de la chose, elle est moteur au niveau de l'Union européenne sur tout ce qui est capacitaire, recherche et développement sur les sujets de cyberdéfense. Elle anime et veille au bon déroulé des projets de CSP. CSP, c'est la coopération structurée permanente dont je vous parlais plus tôt. Donc, c'est 50 projets qui ont été lancés entre États membres et que l'Agence européenne de défense se charge de suivre, de veiller à ce qu'ils arrivent aux objectifs qui ont été fixés. Elle a un rôle également sur le plan des exercices et de l'entraînement, typiquement Cyberphalanx est un exercice cyber. Il y en a un autre récemment, on reviendra dessus, qui est le EU MIL-CERT conférence, qui vise à favoriser l'interopérabilité et la coopération entre les CERT militaires de l'Union européenne. Et elle aide la Commission européenne dans la distribution et la bonne elle aide la Commission européenne à piloter et à s'assurer que les fonds qui ont été alloués à l'Union européenne dans le cadre du Fonds européen de défense, qui représente plus ou moins 8 milliards d'euros sur la période 2021-2027, vont à des projets qui sont utiles d'un plan capacitaire et d'un point de vue collaboratif. Voilà pour les acteurs. Il y en a plein d'autres, malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais qui sont des enceintes de coopération, des enceintes de coordination plus politiques au sein du Conseil, de la Commission. Là, j'ai fait, même s'il m'en manque, l'essentiel des acteurs qui ont pour mission exclusive, ou en tout cas majoritaire, le cyber, qui sont des agences plutôt à vocation opérationnelle. Alors, quels sont les grands enjeux et défis de cet écosystème? Je bois un peu. Alors, d'abord, c'est, pour beaucoup des mécanismes et des initiatives que j'ai pu citer, c'est une prise de décision qui demeure intergouvernementale.
c'est cohérent avec le fait que ces sujets, cybersécurité, cyberdéfense, ont essentiellement trait à des prérogatives souveraines, des compétences nationales. Et donc, les États sont évidemment très pointilleux quand il s'agit de mettre en œuvre des décisions et des politiques dans ce domaine. Donc, typiquement, pour la boîte à outils cyberdiplomatique dont je vous parlais, qui prévoit la possibilité d'adopter des sanctions, des mesures restrictives à l'encontre d'entités étrangères soupçonnées d'avoir mené des attaques, perpétré des attaques cyber à l'encontre d'institutions de pays de l'Union européenne. Eh bien, pour qu'elles soient adoptées, ces sanctions, il faut qu'il y ait l'unanimité. Ce qui, bien évidemment, à 27 n'est jamais chose aisée, d'autant qu'encore une fois, on disait il n'y a pas de capteur en propre de l'Union européenne, donc chaque État membre vient avec son appréciation de la situation. Donc, compliqué de réagir rapidement, peut-être parfois compliqué de réagir tout court quand il faut se mettre d'accord à 27. À ça s'ajoute, comme je vous le disais à l'instant, le fait que les États membres sont particulièrement sensibles sur ces questions, de peur parfois, ou peut-être pas de peur, mais en tout cas soucieux de ne pas dévoiler leur capacité cyber défensive, a fortiori offensive, et de même sur le renseignement. Pour pas dévoiler tout le monde, tout le temps, ça dépend des relations de confiance, là où sont orientés les capteurs. Alors, tout n'est pas question de politique, de sensibilité de ces sujets. Il y a fondamentalement aussi des réalités, des capacités divergentes entre les États membres. Des réalités divergentes, c'est-à-dire que je ne pense pas trop me tromper en disant que doivent coexister autant de modèles d'organisation que d'États membres, c'est-à-dire plus ou moins 27. Si par exemple l'Italie a fait le choix de regrouper son CISR, donc son centre de réponse aux incidents informatiques, avec les services de renseignement au sein d'une cellule de coordination, la France a fait un choix différent, bicéphale, avec une séparation plus nette entre les missions défensives, les missions offensives, les services de renseignement d'autre part. Mais les Néerlandais, par exemple, eux, c'est un modèle polycentrique où ils s'appuient de façon très poussée sur des partenariats publics-privés décentralisés. Donc, c'est 27 schémas, 27 modèles d'organisation. Évidemment, ça complique aussi quand il s'agit de se mettre d'accord sur les priorités, sur le modèle à adopter, sur les politiques à mettre en place, quand, par définition, on n'a pas la même culture stratégique. Au-delà de ces sujets de gouvernance, il y a la réalité du terrain. La réalité du terrain qui fait qu'à 27, ou parmi les 27, il y a des États membres qui se sont emparés de ces sujets très tôt, qui y ont mis les ressources, qui y ont mis l'accent politique en priorité. Il y a des États membres qui s'en sont emparés plus tard, qui ont consacré moins d'argent et moins de personnel. Donc, une maturité opérationnelle différente, des mandats, des dispositions légales aussi différentes. Tout ça, en plus l'absence de schéma, etc., fait que parfois la coopération n'est pas aisée. Et donc, souvent, encore aujourd'hui, la coopération, même si, je tiens à souligner qu'il y a un réel élan pour faire les choses à 27, encore aujourd'hui, la coopération en matière de cyber, et surtout sur les sujets de cyberdéfense au sens militaire et de renseignement, se fait essentiellement en bilatéral, voire en minilatéral à plusieurs. En multilatéral à 27, c'est plus compliqué. Il y a la nécessité de ménager des grands équilibres. Donc, vous n'êtes pas sans savoir qu'au sein de l'Union européenne, donc on est 27, 21 de ces pays sont membres de l'OTAN également. Et pour beaucoup, l'OTAN reste la clé de voûte de leur architecture de défense. Je pense beaucoup ici, je pense principalement ici à la région polo-balte, où effectivement toute velléité, jusqu'à relativement récemment, toute velléité de renforcer les compétences de l'Union européenne sur ces sujets était vue, dénoncée comme de la duplication, comme une concurrence indue à l'OTAN. Et pendant longtemps, ça a été un facteur bloquant. Ça s'estompe progressivement, notamment à la faveur de l'actualité. On a vu que l'Union européenne et l'OTAN n'avaient pas forcément toujours des intérêts qui coïncidaient, pas forcément toujours les mêmes calendriers ou les mêmes priorités en tête. Donc, les États membres de l'Union européenne commencent à se mettre d'accord sur le fait que ces organisations sont complémentaires et non pas concurrentes. Ce qui m'amène à ce deuxième point sur les conceptions différentes de l'autonomie stratégique. C'est exactement ce que je vous disais. L'autonomie stratégique de l'Union européenne ne veut pas dire concurrence aux missions de l'OTAN. Elle veut dire que l'Union européenne est en mesure, quand elle le souhaite, dans certaines configurations, de faire seule, avec ses propres outils, ses propres mécanismes, ses propres priorités. Pas différents, mais seuls. Eh bien, ça, c'est un concept que la France porte depuis un certain nombre d'années, qui rencontre un succès plus vif récemment, notamment avec la boussole stratégique, on en reviendra. Il y a un réel engouement autour de l'idée qu'il faut renforcer la capacité de l'Union européenne à agir seule
sur un certain nombre de sujets. Par contre, pas tous les États membres partagent le niveau d'ambition que les Français mettent derrière le concept d'autonomie stratégique. Et donc, encore une fois, ça se traduit par des dépenses ou des priorités qui sont différentes. Et puis enfin, il y a une perception de la menace, sur ce point des grands équilibres, il y a une perception de la menace qui est bien évidemment liée à des ancrages, à des histoires, à des cultures stratégiques différentes. Pendant longtemps, les pays baltes et justement la région polo-balte regardaient une menace plutôt venant de l'Est. Les pays du pourtour méditerranéen, potentiellement plus vers le sud ou vers leurs voisins turcs. Il se trouve qu'aujourd'hui, dans le cadre de la boussole stratégique sur laquelle je reviendrai, il y a une culture stratégique et une volonté de faire émerger une culture stratégique commune, de partager davantage une analyse de la menace et de se mettre d'accord autour des grands axes du contexte sécuritaire qui caractérise le voisinage européen. Comme partout, les entités dont je vous parlais à l'instant sont confrontées à des ressources insuffisantes. Alors, je ne sais pas si vous avez eu le temps de le voir, mais les budgets sont relativement petits par rapport aux missions qu'on leur a confiées, qui sont régulièrement étendues, régulièrement étoffées. Ressources aussi sur le plan RH, où la pérennisation des agents qui sont traités par la fonction publique européenne, le recrutement tout court, est compliqué. Et comme partout, je veux dire, le talent, les experts, ils sont disputés chèrement par le privé, le public. Donc, c'est des thématiques qu'on retrouve ici en France de façon tout à fait similaire. Alors, sur la gouvernance complexe du cyber à l'UE, je pense que vous l'avez deviné en filigrane de mon intervention, multiplicité d'acteurs, multiplicité de parties prenantes, stratification entre niveau technique, opérationnel, stratégique, politique. Je vais vous remontrer un schéma de la Cour des comptes européenne. Vous allez voir, ça se devine assez rapidement. Voilà. Encore une fois, on ne va pas s'attarder à l'analyser en détail. C'est juste pour que vous ayez un sens effectivement de la multiplicité des acteurs, de la complexité. C'est un peu hermétique de l'extérieur. Moi qui étais un peu dedans, ça fonctionne bien, mais c'est vrai que ce n'est pas aisé à expliquer. Et encore, ce n'est pas à jour, parce que ça date aussi de 2019. Donc depuis, on aurait dû rajouter, par exemple, pour la Commission européenne, la DG DEFIS, que chapeaute notre commissaire français, le commissaire Thierry Breton, ou le réseau Cyclone dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà. S'il y en a qui veulent l'étudier de plus près, je vous l'enverrai par mail. La PFUE, notre présidence, on y vient. Quelles ambitions en matière de cyber? Il y en a plus. J'ai fait un choix de vous en présenter que quelques-unes, mais en tout cas, en voici certaines. Il y a en tout cas, en priorité très nette, dans le programme qui a été dévoilé par le président de la République le 9 décembre et qui sera détaillé encore le 19 janvier devant le Parlement européen à Strasbourg, il y a la volonté de faire atterrir la boussole stratégique. Donc, la boussole stratégique, je vous le disais, c'est une initiative qui a été lancée sous présidence allemande, début 2020, et qui vise, dans un document qui comporte 2 volets, à faire émerger une culture stratégique européenne. Et en fait, ça constituera réellement un livre blanc de la défense européenne, avec comme horizon 2030. 2 volets, un volet classifié, le premier, qui est une analyse des menaces auxquelles les services de renseignement des différents pays de l'Union européenne ont contribué, et qui brosse un portrait, pour l'avoir consulté en partie sans embâche, sur le contexte sécuritaire dégradé auquel l'Union européenne est confrontée. Et c'est inédit parce que c'est la première fois qu'on est parvenu à une analyse commune du contexte sécuritaire de l'Union européenne. Deuxième partie de ce document, ça va être une série d'objectifs concrets, tangibles, pour 2030, pour faire émerger cette culture stratégique et pour la doter surtout derrière de capacités. Objectifs qui sont regroupés sous 4 grands paniers: la résilience, les partenariats de l'Union européenne avec des pays tiers, la gestion de crise et le capacitaire, les équipements. Alors vous doutez bien que le cyber, du coup, traverse ces 4 paniers, entre guillemets, il est présent et qui dirige ce document. Donc, faire atterrir la boussole stratégique, c'est un objectif global de notre présidence de l'Union européenne. Elle est tout aussi et particulièrement importante pour le cyber parce que c'est vraiment un document qui confirme toute la pertinence de ce domaine au niveau de l'Union européenne. Il y a la volonté d'appuyer la coopération entre les cercles militaires. Donc, les cercles militaires, l'équipe de réponse aux incidents de cybersécurité,
la coopération entre les CERT civils, les 6 CERT civils, elle existe, elle fonctionne bien. Elle a été mise sur pied en 2016 par cette directive Nice. Depuis, elle a fait ses preuves, les mécanismes de coopération existent, les outils pour s'échanger des informations existent. La plus-value de ce réseau, le CICERT Network, est là. Il a notamment, ce participant, contribué à la résolution de la crise de WannaCry qui a frappé l'Union européenne fin 2016. Le parallèle n'est pas vrai, enfin, est moins vrai en ce qui concerne les CERT militaires, parce que, bien évidemment, il y a des sensibilités particulières autour de l'information qui est traitée, parce que, comme la défense est une compétence des États membres, l'Union européenne ne légifère pas dans le domaine et donc ne peut pas imposer la création d'un réseau des CERT militaires comme elle l'a fait pour le secteur civil, pour le versant civil. Donc, la France aura à cœur de renforcer cette dynamique de coopération entre les CERT militaires. Et il y aura notamment fin janvier un forum des cybercommandeurs qui devait se tenir à Paris, qui a basculé en ligne malheureusement, qui, même s'il n'allait pas réunir les techniciens et les experts métiers des CERT militaires, allait au plus haut niveau faire en sorte, de façon inédite, que les 27 autorités de cyberdéfense militaire de l'Union européenne se rencontrent. Évidemment, ça participerait de la création d'une confiance, d'une volonté de travailler ensemble. Donc, la France a pour priorité ce sujet. Il y a la volonté de tester la solidarité européenne en cas de crise d'origine cyber. Tester à la fois les mécanismes de gestion de crise, tester surtout quelle serait la réaction des États membres si une crise importante, transnationale, de grande ampleur frappait l'un des États, que des clauses de solidarité, notamment l'article 42.7, qui a été activé par exemple par le président Hollande au lendemain des attentats de Paris en 2015. Eh bien, si cet article-là était déclenché suite à une attaque cyber, comment les États européens se mobiliseraient? Quelles ressources offriraient-ils aux pays victimes? Dans quel délai? Quel préavis? Tout ça, c'est des questions pour l'instant à laquelle on n'a pas la réponse. Et en tout cas, le MEAE, l'ANSSI ont à cœur de voir comment les États réagiraient si les mécanismes de coopération sont connus et de tester cette solidarité européenne. Il y a la volonté de renforcer la boîte à outils cyberdiplomatique, je vous en parlais tout à l'heure. C'est elle qui permet de prendre des mesures restrictives à l'encontre de certaines entités qui commettent des actes malveillants, à l'encontre des États membres et des institutions. Le régime de sanctions arrive à échéance en mai 2022. Pour la France et d'autres pays, il paraît évident qu'il faut reconduire ce régime de sanctions parce que c'est une mesure forte, visible, tangible de l'action de l'Union européenne dans le cyberespace en matière de diplomatie. Il n'empêche que la France ne décide pas seule, donc il faut pouvoir porter ce projet auprès de nos collègues européens, convaincre et reconduire ce régime de sanctions. Il ne s'agit pas de renforcer seulement le volet coercitif, il y a aussi le volet préventif, avec davantage de démarches, de leviers qui pourraient être explorés sur la mise en place de partenariats, sur les dialogues cyber que l'Union européenne entreprend à l'étranger avec de grands partenaires. Et, un petit détail que j'ai oublié, sur le régime de sanctions, je vous disais, un des problèmes, un des facteurs compliquants, c'est le fait que la règle de l'unanimité prévaut. L'une des réflexions en cours, ça serait de faire passer cette adoption de sanctions à un régime de la majorité qualifiée. Donc, effectivement, ça rendrait l'outil beaucoup plus souple et simple, en tout cas efficace, plus rapide en matière d'utilisation quand il s'agit d'avoir une majorité qualifiée et non plus l'unanimité. Avant-dernière priorité que je voulais mettre en avant, c'est l'objectif d'accroître la cybersécurité des institutions de l'Union européenne. Les institutions de l'Union européenne, comme je vous disais, ont des équipes de sécurité en interne. Le CERT-UE vient en appui, mais n'a pas autorité pour demander l'accès aux logs, pour obliger les différentes entités de l'Union européenne de leur fournir les marqueurs qui sont à leur disposition. Donc là, la Commission a proposé un règlement qui viserait à uniformiser les règles de sécurité qui s'appliquent à toutes les institutions, de renforcer le mandat du CERT-UE et les ressources afin d'harmoniser et de renforcer la cybersécurité collective de ces entités. Et l'ANSSI, l'État français sont évidemment poussent pour ce projet. Enfin, l'unité cyberconjointe, c'est un projet qui a été présenté par la présidente von der Leyen dans ses orientations politiques en 2019, qui a été repris dans la stratégie pour la décennie numérique dont je vous parlais, qui a été présentée en 2020.
L'unité cyber conjointe, JCU, Joint Cybersecurity Unit en anglais, l'ambition qu'elle a, c'est de faire fonctionner ensemble ce qu'il appelle les 4 communautés cyber, la communauté militaire de défense, la communauté judiciaire police, la communauté civile, ENISA, CERTUE, ANSSI et équivalent, et la communauté diplomatie. C'est une plateforme qui sera à la fois physique avec une emprise à Bruxelles, virtuelle avec la possibilité d'échanger des informations à travers un outil de coordination. Projet ambitieux, encore assez flou. La Commission a fait des premières communications à ce sujet sur ces projets au premier semestre 2021. La France et d'autres pays européens s'interrogent sur les moyens que cela nécessitera, la pertinence du projet, le périmètre exact. Donc, la France sera un partenaire constructif mais vigilant. Donc, c'est pour ça que j'ai mis accompagner la montée en puissance, c'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est que les États membres vont bien baliser ce projet de la Commission européenne pour pas qu'il y ait de duplication, de chevauchement, de déperdition, de quoi que ce soit. Après vous avoir présenté tout ça, je nuance un peu les ambitions et tout ce que j'ai pu vous dire jusqu'à maintenant, c'est-à-dire présidence, événement marquant, unique, coup de projecteur, possibilité de faire avancer des dossiers, etc. C'est bien vrai. Toujours est-il que, comme je vous le disais, la France a présenté un document, un programme de 75 pages. 75 pages avec énormément de projets, bien au-delà du simple cyber, sur tous les sujets. Et bon, l'adage anglais qui voudrait under promise, over deliver, là, on a mis la barre très très haute, un niveau d'ambition très élevé. C'est un choix, mais toujours est-il que du coup, les attentes en sont d'autant plus fortes et on verra si on est au rendez-vous. Il y a un télescopage malheureux avec l'élection présidentielle française, ça ne vous aura pas échappé. Donc, entre la période de réserve qui s'appliquera pour l'élection présidentielle, puis pour les législatives, de facto, la présidence française du Conseil de l'Union européenne, sur les moments forts, symboliques, les prises de parole, les annonces, elle est réduite à 3 mois. Donc, en gros, fin mars, s'arrête plus ou moins symboliquement la présidence française du Conseil de l'Union européenne. À ça s'ajoute, de la part de nos partenaires européens, une certaine crainte, appréhension de voir la présidence française, qui encore une fois, je vous le rappelle, pour son rôle historique, la France, son pays, son rôle moteur dans la construction européenne, suscite beaucoup d'attentes. Il y a une crainte de nos partenaires de voir les débats, les avancées un peu prises en otage par des dynamiques et des préoccupations davantage d'ordre national que européenne, parce que a priori, les fonctionnaires, les services de l'État ne se dédoublent pas. Donc, en termes de bande passante, ça va être compliqué d'assurer 2 événements aussi marquants, aussi forts que une présidentielle et une présidence de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne. L'actualité internationale très chargée. Pour 2008, le président Sarkozy, je vous disais, avait dû juguler 3 crises simultanées. On n'est pas à l'abri que l'actualité internationale, voilà, qu'une surprise stratégique, qu'un événement vienne bousculer les priorités, les sujets qui ont été mis à l'ordre du jour par notre présidence. Et ça, malheureusement, personne ne peut le prédire, mais on l'a bien vu déjà entre ce qui se passe en Ukraine, en Biélorussie, au Kazakhstan. Ben voilà, une actualité chasse l'autre et potentiellement peut être un élément perturbateur de notre programme. Enfin, la reprise épidémique, ça n'aura échappé à personne. Il y a plein d'événements, de sommets, de colloques qui étaient prévus en personne aux 4 coins de la France, qui avaient pour but de renforcer la confiance, de créer du réseau entre les décideurs, de faire avancer un tas de projets. Je vous le disais, il y avait un forum de cybercommandeurs qui était prévu à Paris. A priori, c'était pour justement créer cette confiance, permettre aux gens de se rencontrer, de susciter ce climat, cette envie de travailler ensemble. C'est plus compliqué quand ça se déroule en ligne et c'est bien dommage. Après avoir dit tout ça, pour avoir un peu participé très modestement aux préparatifs et aux préparations de cette PFUE, les services de l'État sont extrêmement mobilisés. Le soutien, l'appui politique au plus haut niveau est là. L'envie de réussir et d'être au rendez-vous pour la plupart des projets qui ont été cités et bien davantage, comme je vous le disais, est là aussi. Donc, moi, j'ai confiance en le fait que ça sera a priori une présidence réussie. Et si c'est le cas, ça permettra de réelles avancées concrètes en matière de cyber. Donc, voilà, j'en ai fini pour la présentation et je suis à votre disposition s'il y a des questions ou pas d'ailleurs, pour vous fournir les documents. Voilà. Merci beaucoup. Je vous propose de l'applaudir déjà pour votre présentation.